Bonjour les amis, on se retrouve donc pour cette semaine spéciale Tortue Ninja, 4e jour de cette semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle, le film d'animation sorti au cinéma en 2007. Alors c'est un film que j'étais allé voir avec un pote à moi et j'en garde de très bons souvenirs. Je ne savais pas, je l'ai appris après, qu'en réalité, il s'agit du 4e volet de la trilogie live-action que l'on a parlé, dont on a parlé ces derniers jours, donc 90, 91, 93, les 3 films en live-action. Il s'agit en réalité de la suite chronologique, et c'est pour ça que vous allez avoir pas mal d'allusions aux films précédents et des quelques clins d'œil, même jusqu'à la fin du film. Mais en même temps, ce film d'animation se veut plus fidèle à la série. Alors, série que je n'ai pas vue, donc forcément, j'arriverai pas forcément à faire les connexions dans cette vidéo et je vais pas vous parler de la série. Mais pour ceux qui ont vu la série, on a des personnages qui ont été introduits dans la série. On a d'ailleurs les doubleurs VF des tortues et du casting qui sont les doubleurs VF de la série d'animation. Mais si on regarde en VO, on a un casting assez luxueux, je vais y revenir. C'est un film très agréable à suivre, vraiment, hein, je vous fais la vidéo, je l'ai regardé hier soir. Et c'est un film qui visuellement est assez beau pour de l'animation, réalisé par Kevin Munro, qui a réalisé un autre film d'animation plutôt célèbre. Bref, je vais vous en parler, tout ça, c'est une vidéo 100% spoilers, comme toutes les vidéos de cette semaine sur les Tortues Ninja. Et donc c'est parti, présentation, points forts et points faibles éventuellement. Alors, Kevin Munro, comme je vous disais, réalisateur qui a réalisé en 2016 Ratchet & Clank, l'adaptation animée des jeux vidéo Ratchet & Clank, dont vous aurez bientôt, alors pas tout de suite, mais dans les prochains mois, vous aurez la critique sur la chaîne avec une petite présentation de l'univers Ratchet & Clank. Donc Kevin Munro, à ce moment-là, en 2007, c'est son premier film d'animation, et il veut faire une suite qui soit à la fois fidèle aux 3 films des années 90, mais en même temps fidèle à la série. Le design de Tortue, forcément on est sur de l'animation, change un peu, mais ça reste quand même un design plutôt enfantin. Ils n'ont pas voulu rendre les tortues trop réalistes. On est sur de l'animation, je trouve, plutôt très belle. La musique, avant de venir vraiment aux gros points forts et points faibles, peut-être, vous verrez, du film. La musique, c'est Klaus Badelt. Klaus Badelt, pour ceux qui connaissent, c'est le compositeur du premier Pirates des Caraïbes et d'autres films dont les bandes originales sont assez épiques, comme Poséidon, le remake de l'aventure du Poséidon. Klaus Badelt, qui a été donc ce compositeur allemand, qui a été à bonne école, puisque il a été ensuite formé, perfectionné par Hans Zimmer. Klaus Badelt signe la bande originale de ce film, un film qui a coûté 34 millions de budget, qui en a rapporté 95, donc il a été rentable, c'est pas un énorme succès, mais c'est quand même rentable, et c'est un film qui réunit un casting vocal, notamment en VO bien sûr, assez luxueux. Chris Evans qui fait Casey Jones, Sarah Michelle Gellar qui fait April O'Neil, Mako, alors pour ceux qui ne connaissent pas Mako, qui double ici Splinter, Mako c'était l'acteur japonais qu'on avait vu dans Conan le Barbare, Conan le Destructeur, Highlander 3, voilà, qui se passait, il me semble, à un moment donné, qui se passait au Japon en début de film. Donc Mako c'était un acteur emblématique japonais, ça faisait vraiment, il y a des vibes japonaises, un peu samouraï, un peu mystique sur les bords, et donc c'était une très très bonne idée qu'ils le prennent pour faire Splinter. C'est d'ailleurs son dernier rôle vocal puisqu'il est décédé après le film. Et puis, au niveau du méchant, entre guillemets, vous allez voir, c'est pas vraiment un méchant. Le méchant, c'est Max Winter, c'est Patrick Stewart, donc notre Charles Xavier mythique, qui le double en VO. Et puis, on a d'autres acteurs comme Laurence Fishburne, Kevin Smith et beaucoup d'autres qui sont au niveau de la VO. Alors, j'ai regardé le film en VF. Et pour la VF, apparemment, ce seraient les doubleurs de la série. Mais comme je vous ai dit en introduction, la série, je ne l'ai pas regardée. Vraiment, je n'ai pas regardé du tout. Moi, je ne connais que les films et les jeux vidéo, et un petit peu, mais alors très peu, les comics, mais j'en ai lu, mais très peu. Donc, je ne pourrais pas vous parler de la série ni de la VF, mais si vous étiez gosse, que vous avez vu la série, vous allez reconnaître les voix. Alors, venons-en quand même au synopsis.
on a les 4 tortues qui, ça se passe quelques années après les événements du dernier film, hein, les Tortues Ninja 3 dont on parlait hier, c'est-à-dire où ils ont fait une excursion spatio-temporelle dans le Japon médiéval, les 2 premiers films où ils ont vaincu Shredder, et au final, ben, les tortues, la famille s'est un peu disloquée. On a Donatello qui lui est, je crois qu'il fait il est téléconseiller, il fait des réparations informatiques à distance. Michelangelo qui lui organise des anniversaires pour les enfants, en gros s'il fait le clown. Raphaël qui lui a du mal à s'affranchir de leur passé, on va dire de justicier, et qui a décidé de continuer à faire le justicier mais en franc-tireur, et donc il se fait passer pour un justicier la nuit en armure. Et puis, on a Leonardo qui a été envoyé par Splinter en Amérique centrale, dans la jungle en Amérique centrale, pour méditer et pour devenir un meilleur chef, pour devenir plus fort, plus sage. Et c'est comme ça que va commencer le film, puisque April O'Neil travaille pour Max Winters, un mania, vraiment un grand patron ultra puissant qui rachète des entreprises qui dominent quasiment le monde financier. Max Winters qui veut mettre la main sur des statues de grande valeur, des statues antiques. Sauf qu'en réalité, on va apprendre dès le départ, hein, dès le début du film, et ensuite ça va être confirmé par la suite, que Max Winters est un chef de guerre qui a plusieurs millénaires, immortel, et qui, 3000 ans avant, avait libéré une malédiction qui l'avait rendu immortel, qui avait rendu ses généraux, qui les avaient transformés en pierre, et donc ce sont les statues qu'il veut récupérer pour libérer ses généraux, libérer cette malédiction, qu'ils redeviennent tous mortels, parce que lui n'en peut plus de cette immortalité, il a compris que c'était pas la bonne chose et que ça faisait plus souffrir les gens qu'autre chose. Malheureusement, pour lever ce fléau, cette malédiction, il faut qu'il ramène 13 créatures monstrueuses qui avaient été libérées sur la Terre au moment, donc 3000 ans avant. Il faut qu'il les ramène et il faut qu'il les fasse passer à travers un portail, un vortex spatio-temporel, lorsqu'il y aura un alignement de planètes, comme il y en a tous les 3000 ans. Donc en réalité, Max Winters n'est pas si méchant que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est renvoyer les créatures dans leur dimension, redevenir mortels, et enfin s'affranchir de tout le mal qu'il a fait et ne plus régner sur le monde. Donc ces généraux en pierre qu'il va dans un premier temps libérer, mais qui resteront en pierre, qu'il va libérer, qui vont reprendre vie, ne vont pas l'entendre de la même oreille que lui, et eux ils vont vouloir continuer à rester immortels et dominer le monde, et donc ils vont se retourner contre lui, et au final là-dedans, Max Winters va embaucher le clan des foot à travers leur nouvelle patronne Karai, qui a plus d'honneur que Shredder. Elle, c'est quelqu'un de parole, donc elle va se mettre plutôt du côté de Max Winters que de ces généraux qui veulent dominer le monde. Et les Tortues Ninja, au final, qui, après moult péripéties entre eux, on y reviendra, ça fait partie des points forts du film, les Tortues Ninja vont se mettre du côté de Max Winters et du côté du clan des foot, pour empêcher ces généraux de dominer le monde. Donc il va y avoir une alliance des anciens ennemis, c'est-à-dire Tortue Ninja et Clan des Foot. Il va y avoir une alliance entre eux, avec celui qu'on pensait être le grand méchant, contre les vrais méchants, c'est-à-dire les généraux qui veulent garder leur malédiction, qui veulent rester immortels et dominer le monde. Le scénario, on commence avec les points positifs. Le scénario est beaucoup moins manichéen qu'il n'y paraît, puisque on a le grand méchant qui était censé être un seigneur de guerre qui a fait des ravages sur la Terre 3000 ans avant. Il a pris conscience au cours de ces 3000 années, d'ailleurs on le voit dans son bureau avec plein de statues, on sent que il a été important dans toutes les puissances mondiales, que ce soit puissance égyptienne, puissance grecque, puissance romaine. On sent qu'au moment clé de l'histoire du monde, il a compté, il était un des dirigeants les plus puissants à chaque fois, un petit peu comme Apocalypse dans les X-Men par exemple, sauf qu'Apocalypse il est méchant. Donc on a un scénario qui n'est pas manichéen, puisque voilà, on a quelqu'un qui s'est rendu compte petit à petit de ce fardeau de l'immortalité, et des méchants qui finalement sont pas si méchants que ça, comme le clan des foot avec Karai, qui ont de l'honneur,
et voilà, on va dire des ennemis qui font alliance. Donc c'est beaucoup plus nuancé que bon nombre de films de super-héros où on a le méchant qui affronte le gentil contre le méchant, le super-héros contre le super-vilain. Là, c'est beaucoup plus nuancé. Et en plus de ça, le deuxième gros point fort, c'est les tortues en elles-mêmes, dont là, encore une fois, on voit chacun la personnalité, mais les tortues vont être divisées et il va falloir qu'elles mettent beaucoup d'efforts chacun de leur côté, notamment Raphaël et Leonardo. Raphaël qui est dominé par la colère, l'indépendance mais excessive, l'orgueil quelque part parce qu'il ne veut recevoir d'ordre de personne, et Leonardo qui est la voix de la sagesse mais qui est un petit peu déconnecté de ses frères parce que il les a laissés trop longtemps, donc il a un petit peu oublié, il a oublié de prendre soin d'eux, et donc cette incompréhension qui va mener à un moment donné à un affrontement entre Leonardo et Raphaël. Donc c'est absolument pas manichéen, ça mène à de la tension, ça mène aussi à de l'émotion, de la rédemption, notamment de Raphaël, qui voit qu'il va trop loin, à un moment donné, il est presque prêt à tuer son frère. Donc c'est un scénario qui est beaucoup plus construit qu'il n'y paraît, moins d'humour que dans la trilogie des années 90, on est sur quelque chose de mature, vraiment, je me souvenais pas que le film était aussi mature, alors attention, on a... pas non plus le summum de la maturité, on reste quand même sur un film tout public, mais je trouve que c'est un film qui s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes. Voilà, on n'est pas sur un divertissement gamin, on est sur un divertissement avec de la nuance de psychologie. Après, le troisième point positif, mais alors là ça va dépendre de vos goûts, moi je trouve que c'est l'animation, je la trouve très belle, notamment les effets visuels, que ce soit les éclairs, que ce soit le ciel, les vortex, l'animation, la fluidité de l'animation. Après, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit filtre grisâtre, verdâtre tout au long du film, qui est voulu. Certains trouveront ça un peu laid, un peu baveux, moi ça m'a pas gêné. Et puis il y a le design des personnages. Ne vous attendez pas à retrouver les tortues des films live action. Elles sont différentes, je trouve d'ailleurs qu'elles sont un peu plus petites en taille. Et, ils ont plus une tête de grenouille que de tortue d'ailleurs, hein, on dirait Crazy Frog, pour ceux qui connaissent le clip avec Crazy Frog, vous savez, la musique qui reprenait le morceau d'Axel Foley du flic de Beverly Hills. Donc on est plus sur un design de grenouille que de tortue. Un peu maigre, il me semble, pas aussi balèze que dans les films live action. Ceci dit, ça reste quand même un design qui n'est pas non plus très laid. Là où ça peut être un peu plus problématique, c'est au niveau de Casey Jones et de April O'Neil, où les visages sont assez anguleux, assez maigres. C'est une animation, c'est pas forcément généreux, on va dire, au niveau des formes. Quand je dis généreux, c'est-à-dire que on n'est pas sur du Pixar. On n'est pas sur du Pixar, clairement. On n'est pas non plus sur du DreamWorks. Vous voyez, c'est pas les visages qu'on peut avoir dans Kung Fu Panda ou dans Baby Boss ou d'autres films DreamWorks. Là, on est sur des visages beaucoup plus minces, beaucoup plus fins. Ça plaira ou ça plaira pas. Moi, ça m'a pas rebuté. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais voilà, au niveau des décors, au niveau de la fluidité, au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était très beau. Et puis, il y a cette vibe qui arrivera l'année suivante, en 2008, avec le premier Kung Fu Panda. Cette vibe assez asiatique, avec le zen, un petit peu, la sagesse du sensei. D'ailleurs, Shifu, pas Shifu, comment il s'appelle là, le rat là, Splinter fait beaucoup penser à Shifu dans Kung Fu Panda, hein, Kung Fu Panda, la trilogie DreamWorks. C'est vrai qu'il y a vraiment une grande ressemblance entre les deux persos, et au niveau de la personnalité, c'est là où c'est encore plus ressemblant, et l'interaction entre Shifu et Raphaël et Leonardo, on pourrait y voir, entre Splinter, Raphaël et Leonardo, on pourrait y voir la même relation que entre... dans Kung Fu Panda, Splinter, Shifu, Po le panda et Tigresse, ou bien l'ennemi, l'ancien élève de Shifu dans Kung Fu Panda, l'ancien élève qui s'est retourné contre son maître. Cette espèce de trio
mettre l'élève qui est orgueilleux, qui n'écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête, et l'élève qui est sage, ça fait penser à, donc, dans ce film, la relation entre Splinter, Raphaël et Leonardo. Voilà. Désolé pour l'embrouille, mais... donc, Splinter, Raphaël, Leonardo, dans Tortue Ninja, et dans Kung Fu Panda, Shifu, Po, et l'ancien méchant dont j'ai oublié le nom, qui était l'ancien élève de Shifu. Donc, les deux films sortiront un an l'un après l'autre, donc Tortue Ninja en 2007, Kung Fu Panda en 2008. Faut-il y voir une coïncidence? Je ne sais pas, mais voilà, il y a cette ambiance un petit peu zen, un petit peu sensei, sage, philosophie orientale, mais en même temps, on l'avait déjà dans la trilogie live action avec Splinter, hein, toujours le maître zen. Donc ça, c'est un très gros point fort. Comme je vous disais, la musique de Klaus Badelt est un autre point fort. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à reprocher au film. La durée est maîtrisée. Le film fait moins d'1h30. C'est largement suffisant. Il n'y a pas de longueur. On rentre dans l'action dès le départ. On a des décors variés, puisque au tout début, c'est la jungle en Amazonie, il me semble. Et ensuite, bon voilà, c'est New York, c'est les rues. On a beaucoup d'actions. C'est blindé d'action. C'est pas violent, ça reste tout public, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus, entre guillemets, violent, entre guillemets, hein, parce que vous n'aurez pas une seule goutte de sang, mais c'est tout public, mais c'est un petit peu moins tout public que la trilogie de films live-action des années 90. Voilà, on sent qu'on est dans les années 2000, il faut que ce soit un petit peu plus sauvage, avec des scènes d'action un peu plus choc. Encore une fois, quand je dis ça, ça reste tout public, on est sur un film à destination des plus jeunes, mais aussi des adultes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur TMNT, le film de 2007, Teenage Mutant Ninja Turtle. Un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir. Je ne l'avais pas revu depuis 2007, que je l'avais vu aux premières fois au cinéma. Donc voilà, un film qui fait vraiment, dans l'ordre chronologique, il fait partie de la trilogie. C'est le 4e film. Sauf que il me semble qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire un film en live action, donc ils ont opté pour l'animation. Mais vous verrez à la fin du film, il y a une référence qui est faite, puisqu'à un moment donné, on entre, notamment Splinter entre dans une pièce pour y poser une relique qu'il récupère dans le film, qu'il met aux côtés du casque de Shredder, aux côtés des armures de samouraï des tortues du 3e film. Donc voilà, on sent que le film est dans la continuité des 3 premiers Tortues Ninja sortis dans les années 90 en live action. On peut dire qu'il boucle la saga, et ensuite il y aura les reboots dont on parlera à partir de demain, les reboots produits par Michael Bay, Teenage Mutant Ninja Turtle, et donc Ninja Turtle et Ninja Turtle 2, mais on en parlera demain. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous connaissiez ce film? Et je vous encourage vraiment à le regarder. Alors on peut le trouver en DVD pas cher. Je ne sais pas sur quelle plateforme il est, mais moi je sais que voilà, je l'ai vu encore la dernière fois en grande surface à 3 € en DVD tout neuf sous blister, hein, donc à Leclerc. Donc vous pouvez le trouver très facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, allez voir les autres vidéos et on se retrouve dès demain et après-demain pour les 2 derniers films Tortue Ninja. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.